Nous sommes à nouveau avec Franz Knipping de l'université de Tübingen, qui est un spécialiste des rapports germano-soviétiques, mais aussi des relations internationales pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que cette dernière semaine de novembre 1940 est une grande semaine diplomatique, d'un point de vue allemand bien sûr. Cette semaine, rien de neuf sur aucun front en particulier, sinon que les Italiens piétinent en Grèce, qu'on s'interroge sur ce que l'Allemagne va faire. Est-ce en Méditerranée qu'il va se passer quelque chose? Est-ce du côté de l'Est? Avec Franz Knipping, on va en parler. Qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas de mouvement sur la surface, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement au fond. Et le mouvement au fond, on va en voir au moins l'apparence. Aujourd'hui, nous verrons d'abord les actualités allemandes, puis ensuite les actualités de Vichy, pour qu'un Allemand d'aujourd'hui nous dise comment il les ressent. Rumänien wurde von einem schweren Erdbeben heimgesucht, das annähernd 300 Todesopfer und über 400 Verletzte forderte. Das Zentrum des Bebens lag etwa 150 Kilometer von Bukarest entfernt, das ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hier die Aufräumungsarbeiten in der rumänischen Hauptstadt, wo auch das Carlton-Hochhaus, ein Wohngebäude mit 90 Wohnungen, einstürzte. Das Deutsche Reich stellte einen Betrag von 5 Millionen Lei zur Unterstützung der Erdbebengeschädigten zur Verfügung. Der Führer Nein und Hilfsmaterial im Werte von 200.000 Mark. König Michael begab sich unmittelbar nach der Katastrophe in das Erdbeben. Der Duce besichtigte die großen Rüstungswerke von Terni in Mittelitalien. Anschließend besuchte der Duce das Dopolavoro-Haus des Werkes. Neue Bilder von der italienischen Front in Afrika. Bis dicht hinter die erste Linie werden die Straßenbauarbeiten durchgeführt. Nachrichtentruppen legen neue Telegrafenlinien. In der Nähe von Sidi El Barani sind Werkstätten für die motorisierten Truppen eingerichtet worden. Immer wieder müssen die Panzerkampfwagen sorgfältig vom Wüstensand gereinigt werden, der in alle Teile der Fahrzeuge eindringt. Besonders wichtig ist der Nachschub von Trinkwasser für die weit vorgeschobenen Abteilungen. Und hier eine italienische Flakabteilung. Der Anflug feindlicher Flugzeuge ist gemeldet. Die Batterien sind alarmbereit. Achtung, Feuer! Ein Engländer, der sich zu weit vorwagte, ist abgeschossen worden. Die Umsiedlung der Bessarabiendeutschen wird planmäßig fortgesetzt. Abschied von der bisherigen Heimat, die von den Bessarabiendeutschen in mehr als 100-jähriger Kolonistentätigkeit aus einer Steppenlandschaft zu fruchtbarstem Kulturland entwickelt wurde. Wieder beginnt ein großer Treck. Männer und Frauen der volksdeutschen Mittelstelle, der SS, des NSKK, des Roten Kreuzes und der NSV betreuen die Heimwanderer. Der Prut wird überschritten. Die neue Grenze zwischen Rumänien und Russland ist erreicht. Ankunft im Auffanglager Galatz. Hier wird erste Station gemacht. Nach
Erledigung der notwendigen Formalitäten und nach Zusammenstellung der verschiedenen Transportzüge geht es dann weiter nach Deutschland. Der Aufenthalt im Auffanglager dauert 8 bis 14 Tage. Das Lager verfügt unter anderem über einen eigenen NSV-Kindergarten. Diese Kinder wurden während des Drecks geboren. Ihnen gehört die besondere Liebe des ganzen Lagers. In großen Verpflegungszelten wird das Essen zubereitet. Mit dem Bessarabiendeutschen kehrt ein kerngesunder, wertvoller Menschenschlag in die deutsche Heimat zurück. Die zweite Novemberhälfte brachte eine außerordentliche Verstärkung der diplomatischen Tätigkeit der Achsenmächte. Der italienische Außenminister Grafciano und der spanische Minister des Äußeren, Serrano Suñer, begaben sich nach Berchtesgaden, wo sie auf dem Obersalzberg vom Führer empfangen wurden. Grafciano im Gespräch mit Generalfeldmarschall Keitel und Botschafter von Mackensen. Reichsminister von Ribbentrop begrüßt den spanischen Außenminister Serrano Suñer. Oui, peut-être on devrait faire deux remarques à propos de toutes ces entrevues que nous venons de voir. C'est une semaine où rien d'extraordinaire ne s'est passé, mais c'est une semaine de concertation, de consultation sur la poursuite de la guerre. Et c'est pour cela que tous ces diplomates se sont rencontrés sur le Obersalzberg, dans la demeure de Hitler, dans les Alpes allemandes. Peut-être encore une remarque sur la Bessarabie qui était avant. C'était un exemple remarquable que le pacte Hitler-Staline a fonctionné dans le détail, parce que les Allemands, ils ont fait ce qu'il fallait faire selon les lettres du pacte Hitler-Staline, où l'Union soviétique avait déclaré son intérêt particulier à la Bessarabie. Donc les Allemands se sont fidèlement évacués à ce moment-là. Donc un mot encore sur le pacte à Troyes, qui est toujours dans les discussions des diplomates pour la poursuite de la guerre. C'est un pacte qui, à l'origine, comprenait l'Italie et le Japon à côté des Allemands, et qui maintenant est élargi, comme nous le verrons, parce que c'était toujours comprise comme le noyau d'un bloc continental pour mener la guerre contre l'Angleterre et les Américains. Der Führer auf der Fahrt zum Schloss Belvedere in Wien, wo in Form eines feierlichen Staatsaktes der Beitritt Ungarns zum Drei-Mächte-Pakt vollzogen wurde. Empfang des ungarischen Ministerpräsidenten Graf Teleki und des ungarischen Außenministers Graf Csaky.
In seiner Erklärung zur Unterzeichnung des Vertrages wies Reichsminister von Ribbentrop noch einmal auf die Bedeutung dieses Paktes hin, der eine Kampfansage gegen die Kriegshetzer und gegen jeden Versuch einer Kriegsausweitung sei und die Schaffung einer gerechten Weltordnung zum Ziele habe. Die Unterzeichnung des Paktes. Nach dem Staatsakt im Schloss Belvedere brachte die Wiener Bevölkerung dem Führer spontane Dankeskundgebungen dar. Am 22. November traf der rumänische Staatschef General Antonescu in Berlin ein, wo er auf dem Anhalter Bahnhof von Reichsminister von Ribbentrop empfangen wurde. Am folgenden Tage wurde in der neuen Reichskanzlei das Protokoll über den Beitritt Rumäniens zum Drei-Mächte-Pakt unterzeichnet. Auch hier ergriff Reichsminister von Ribbentrop das Wort und beschloss seine Rede, die er zugleich im Namen der Regierungen von Italien und Japan hielt, mit dem Ausdruck der festen Überzeugung, dass mit dem Beitritt Rumäniens zum Drei-Mächte-Pakt ein weiterer Schritt auf dem Wege zum Siege unserer Sache getan sei. Links der rumänische Außenminister Prinz Ciurza. Am 24. November traf der slowakische Ministerpräsident Dr. Tuka in Berlin ein, um im feierlichen Staatsakt, der wiederum in der neuen Reichskanzlei stattfand, den Beitritt der Slowakei zum Drei-Mächte-Pakt zu vollziehen. In Wien wurde die Ausstellung Der Sieg im Westen eröffnet. Sie war bereits auf der diesjährigen Leipziger Herbstmesse Anziehungspunkt riesiger Zuschauermengen. Kurz nach der Eröffnung traf Reichsmarschall Hermann Göring ein und besichtigte als erster diese großartige Schau deutschen Soldatentums und deutschen Sieges.
Die Jugend gehört natürlich zu den eifrigsten Besuchern des Freigeländes, auf dem moderne deutsche Waffen und viele Beutestücke aus dem Feldzug im Westen zu sehen sind. Der neue Jahrgang des Reichsarbeitsdienstes ist eingerückt. Hier Bilder von einer Abteilung im Sprottebruch, wo trotz des Krieges die Urbarmachung und Entwässerung von über 20.000 Morgen Siedlungsland durch den Reichsarbeitsdienst fortgesetzt werden. So, was steht denn heute auf dem Dienstplan um, Helmut? Heute ist Baustellendienst. Baustellendienst, eine Hauptsache Leitchen Wetter. Heute um 7. Das wäre ja fein, ich hätte mir gleich auf den Urlaub fahren. Frühsport. Ausgestellt! Druck, drehen nach links, gerecht. Und! Das Gelände zwischen Westwall und Maginot-Linie wird aufgeräumt. Alte Strohsäcke werden verbrannt. Stellungen im Vorfeld werden eingeebnet. Die schweren Bunker des Westwalls werden noch einmal überholt, gesäubert und dann abgeschlossen. Sie haben ihre Schuldigkeit getan. In der Maginot-Linie säubern Kriegsgefangene das Gelände von Drahtsperren. Besonders schwere Hindernisse werden durch Sprengungen beseitigt. Das Land, über das der Krieg hinwegging, soll nun wieder friedlichen Zwecken nutzbar gemacht werden.
Lebensmittel und Materialnachschub für unsere Truppen in Norwegen. Holz zum Bau der Winterquartiere wird herangebracht. Die Wände der bereits stehenden Baracken werden verstärkt, damit sie besseren Schutz gegen die winterliche Kälte des hohen Nordens bieten. Auch hier wird die Truppe ständig in Übung gehalten. Salzburg 4.729 Kilometer, ein weiter Weg bis in die Heimat unserer Gebirgsjäger. Die Feldpost wird hier im hohen Norden ganz besonders stürmisch begrüßt. Lappen besuchen mit ihren Rentieren eine Abteilung unserer Soldaten. Und hier gibt's Lebertran. Er schmeckt zwar scheußlich, ist aber notwendig, um Vitaminmangel zu vermeiden. Über fehlende Skilaufmöglichkeiten können sich unsere Soldaten nicht beklagen. Deutsche Zerstörer auf einem Überwachungsflug über die Fjorde Norwegens. Nur so ist es möglich, dieses zerklüftete Gebiet ständig zu kontrollieren und jeder feindlichen Annäherung sofort entgegenzutreten. Reichsmarschall Hermann Göring bei seinen siegreichen Fliegern an der Kanalküste. Besonders verdiente Männer werden mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Diesmal geht es gegen das Zentrum der englischen Rüstungsindustrie. Das Ziel heißt Coventry. Es gilt, Vergeltung zu üben für den Angriff der englischen Flieger auf nicht-militärische Ziele in München. Die englische Flak ist auf dem Posten. Ein wahrer Feuerhagel prasselt uns entgegen. Aber ungehindert geht es weiter. Über Coventry. Der Bombenschütze löst die ersten Bomben. Unten ist bereits die erste Wirkung zu erkennen. Die Brände werden immer zahlreicher und das ist erst der Anfang.
Immer neue Einschläge blitzen auf. Über 500.000 Kilogramm Bomben wurden in einer einzigen Nacht über Coventry abgeworfen. Führende amerikanische Blätter schrieben, Coventry sei dem Erdboden gleichgemacht worden. Mr. Churchill aber faselt immer noch von der Unbezwingbarkeit seiner Royal Air Force. Heimkehr von siegreicher Feindfahrt. Das Unterseeboot von Kapitänleutnant Kretschmer läuft in seinen Heimathafen ein. Über 200.000 Tonnen feindlichen Schiffsraumes konnte Kapitänleutnant Kretschmer bisher versenken. Der Führer verlieh ihm in Anerkennung dieser Erfolge das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Neben dem Kommandanten der Kameramann einer Kriegsberichterkompanie, der während der Feindfahrt diese Bilder drehte. Das Unterseeboot nähert sich wichtigen englischen Zufahrtswegen. Immer wieder wird der Horizont nach Rauchfahnen oder Masten abgesucht. Mit Hilfe des Sextanten wird der genaue Schiffsort des Bootes festgestellt. Hier wird eine Flagge gemalt, die später als Siegeszeichen den Mast des Bootes zieren soll. Der Kurs wird vom Kommandanten immer wieder überprüft. Achtung, Schiff in Sicht. Es ist ein Engländer. Alarm! Alle Mann auf Tauchstation. Das Turmlug wird geschlossen. Fluten. Am Seerohr verfolgt Kapitänleutnant Kretschmer jede Bewegung am Horizont. Da ist er, ein respektabler Frachter. Achtung, Torpedo, los! Mit der Stoppuhr wird sein Lauf verfolgt. Treffer mittschiffs. Wieder sinkt wertvolle Ladung ins Meer, ehe sie England erreichte. Das Boot kann wieder auftauchen. Ein Funkspruch wird aufgenommen. Die Mannschaft beglückwünscht ihren Kommandanten und ihren Steuermann. Schwere Brecher gehen über Deck. Trotzdem wird der Kurs gehalten. Mit jedem versenkten Schiff rückt der Endsieg über England näher. Bien, la guerre contre l'Angleterre continue, je dirais honteusement que c'est presque la routine, c'est la bataille de l'Atlantique, c'est maintenant le bombardement
des petites villes anglaises les unes après les autres, depuis Coventry. Il va y avoir des bombardements aussi sur Londres, mais il y a une dispersion, n'est-ce pas? Mais l'essentiel de ce que nous avons vu dans ce journal, bien sûr, c'est l'extension du pacte tripartite à 3 pays. La Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Et la Bulgarie va suivre une semaine après. Et la Bulgarie va suivre. Alors, j'aimerais vous poser une question parce que vous avez écrit, vous avez dit qu'il n'est pas encore sûr que ce pacte à sexpartite, maintenant, n'est-ce pas, soit totalement dirigé contre l'URSS, si on en regarde les clauses, à cause d'un article, l'article 5, qui laisse un doute sur son interprétation. Qu'est-ce que c'est que cet article 5 et quel est le doute? Pourquoi a-t-on encore un doute sur le fonctionnement de ces alliances? Alors que nous étions amenés à croire que tout ça annonçait la campagne contre l'URSS. Donc le fameux article 5 du pacte tripartite du 27 septembre 1940 disait que les 3 partenaires, l'Italie, le Japon et l'Allemagne, ne changent pas par ce pacte leurs relations avec l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique n'était pas la cible de ce pacte, mais on espérait toujours de l'inclure dans le pacte, comme nous avons vu dans les conversations Molotov et Ribbentrop et Hitler la semaine dernière. Donc nous sommes dans une période de suspense. Les soldats allemands, ils chantent encore « Nous allons attaquer l'Angleterre », mais en vérité, Hitler a déjà abandonné cette idée parce qu'il ne croit plus à la victoire sur l'Angleterre. Donc il faut faire quelque chose avec la Russie, soit l'intégrer dans le pacte tripartite, dans un bloc continental contre l'Angleterre pour faire plus puissant, ou bien de battre l'Angleterre en Russie. Voilà, c'est là le point que vous apportez de nouveau. Je veux le dire pour qu'on voit exactement. Jusqu'à présent, on pensait que Hitler voulait battre l'URSS, d'abord par anticommunisme, antisoviétisme, bien sûr, et aussi uniquement pour affaiblir l'Angleterre. Or, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une alternative, ce serait d'inclure l'URSS pour battre l'Angleterre autrement. Pour le souligner, parce Voilà. qu'on pense trop à la création de ce pacte en 1939, on ne pense pas à des phases de l'existence de ce pacte. Et là, on a une phase tournante. Oui, c'est ça. On va voir maintenant les actualités de Vichy, qui parlent naturellement de tout. J'allais dire sauf de la guerre, non, puisqu'il y a quand même un bombardement, mais vous allez voir, il y a un sujet désagréable. La France blessée se resserre autour de ses deuils. La grande pitié du pays de France dont s'émouvait Jeanne d'Arc, elle s'étale aujourd'hui devant tous les yeux. C'est l'un des plus amers spectacles que ce retour en gare de Marseille d'un convoi de grands blessés libérés d'Allemagne. Une compagnie qui rend les honneurs autour de son drapeau, une foule dense et émue, le général Dentz, commandant la région, le préfet des Bouches-du-Rhône, accueille sur le quai ces hommes qui donnèrent de leur sang à la patrie en deuil. Minute solennelle et triste. C'est pour l'amour de leur pays que ceux-ci ont donné qui un membre, qui leur santé, qui leur avenir. Il y a ici autour d'eux des yeux gonflés de larmes, des cœurs étreints. Cet accueil aux héros mutilés, leur dignité magnifique, c'est dans le malheur qui l'atteint, l'honneur de la France, la foi de la France. D'autres deuils. Dans les départements du Midi sont arrivés des milliers de Lorrains exilés de leur pays. Dans la seule ville de Nîmes, 2000 de ces pauvres gens ont trouvé asile. Leur logis provisoire, c'est cette immense salle où plus de 1500 lits sont dressés et où les évacués vivront quelques jours en attendant une installation plus complète. Tous acceptent avec une patience et une abnégation totale le nouveau coup qui les atteint. Ayant fait don à la patrie de ce qui composait leur vie, le paysage familier, la maison des ancêtres, les biens de famille, le cimetière où dorment leurs morts, ils lui confient aujourd'hui leur destin. C'est encore la France, cette confiance inaltérable dans le malheur,
C'est encore la France, cette aide spontanée qui a créé en 24 heures ce dortoir de 1500 lits. C'est la France, cette amitié qui donne aux Lorrains le toit des Provençaux, leurs draps, leurs lits. La France malheureuse, la France unie. Le commentaire de ces activités de Vichy ment par omission. On nous dit que des Lorrains viennent, qui sont réfugiés, mais on ne dit pas du tout qu'en vérité, ils ont été expulsés, manu militari, par le Gauleiter Bürkel, qu'ils ont jugé inassimilables parce que ils parlent français, et que du coup, on les chasse de Lorraine. Et cette expulsion de 80 000 Lorrains, on a dit 150 000 en 80 000, je ne sais pas, enfin cette expulsion des Lorrains a causé à Vichy, évidemment, un scandale, parce que c'est quelques semaines après Montoire. Donc, on pouvait s'attendre à autre chose. D'ailleurs, quand Laval le dit à Abetz répond, l'ambassadeur d'Allemagne, n'est-ce pas, Abetz répond, oui, le moment était mal choisi, ce qui est une réponse un peu étrange, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que peut-être ça aurait été mieux de les expulser plus tôt ou plus tard, mais peut-être pas maintenant. Mais indépendamment du moment mal choisi, cette expulsion témoigne de la volonté et de la décision du Reich d'annexer définitivement la Lorraine. Alors Pétain est furieux, il dit c'est de la faute à Laval, il le dit à Dupuy, qui est un attaché canadien en mission en France, et c'est à ce moment-là qu'il décide, c'est une des raisons qui l'amène à vouloir se débarrasser de Laval, qu'il juge responsable d'une négociation qui n'aboutit qu'à des humiliations, mais là, on n'en dit rien. Et quand Vichy proteste, que le général Doyen à la commission d'armistice proteste contre cela, les Allemands refusent de recevoir sa protestation et elle tombe dans le vide. C'est une des premières capitulations par le silence de Vichy. De nouveaux deuils encore. Sur Marseille, qui se préparait au sommeil, les sirènes ont hurlé. Des bombes, les unes explosives, les autres incendiaires, s'abattaient bientôt sur la ville, détruisant plusieurs immeubles dans le centre et dans les faubourgs. Il faut noter qu'aucun objectif de valeur militaire n'a été touché et ne semble même avoir été visé, les points de chute se trouvant nettement dispersés selon les seules lois du hasard. Marseille, déjà meurtrie au dernier jour de la guerre, l'est donc une nouvelle fois alors que rien à la paix revenue ne peut justifier un pareil attentat. Ainsi s'ajoutent de nouvelles ruines à celles trop nombreuses qu'a déjà causé la bataille. 4 morts, 5 blessés, c'est là le résultat odieux et inutile du raid imprévisible des avions britanniques. Le gouvernement a immédiatement demandé au gouvernement de Londres des excuses et des réparations. Mais malgré tous ces deuils, deuil d'hier, deuil d'aujourd'hui, la France s'efforce de rétablir le rythme de la vie dans un pays bouleversé par la mobilisation, la guerre et la défaite. On manque de charbon. Pour obvier à cette pénurie, les vieilles mines du Midi, un peu délaissées pendant la paix, retrouvent une activité accrue. Près d'Alès, les houillères à ciel ouvert s'apprêtent à livrer plus de charbon en 1 an qu'elles n'en fournissaient naguère en 5. Carrières et puits travaillent à plein rendement pendant qu'on creuse de nouvelles galeries d'exploitation et que les blocs de houille par tonnes s'en vont fournir force et chaleur. Les importations. Cependant, la marine marchande française a repris une part de son activité. Et sur les quais, on revoit les ballons et les grues déchargés du flanc des cargos, les produits de l'Empire qui serviront à l'alimentation de la population. Chaque semaine, les quais de la Joliette voient arriver un nombre de tonnes de denrées plus considérable. Les bassins retrouvent une animation oubliée. Les produits de l'Empire continuent à alimenter la France. La vie reprend. Et dans les grands centres de la zone libre, Couzet et modistes ont fait revivre la vieille tradition parisienne de la Sainte Catherine. Mais les chapeaux cette année ne s'inspirent plus de rêveries exotiques ni de contes de fées, mais de l'actualité la plus brûlante, les restrictions. Ce ne sont plus les grands défilés empanachés de la rue de la Paix et de la place Vendôme, seulement de petites fêtes familiales dans l'atelier où tout à l'heure on reprendra le travail.
À Marseille, une artiste de la mode, Renée Madeleine, présente devant le vieux port de nos belles amies. Invitation. Alhambra. Cactus. Remous. Féminité. Encore. Confiance. Allons, l'élégance, la ligne, la grâce seront toujours françaises. Espoir encore, espoir dans ce sol de France que les Français ont trop souvent délaissé ces dernières années. Mais les temps sont venus où les Français reviennent à cette terre qui a nourri leurs ancêtres et qui saura les nourrir encore. L'école des bergers du Merle, près de Salon, accueille des élèves de tous âges et de toutes conditions qui se préparent à l'élevage du mouton. En plein air, ils assistent aux cours théoriques et pratiques qui leur apprendront à connaître l'anatomie du mouton, ses maladies, ses particularités, toutes les bases qui permettront à ces élèves, dont l'âge va de 16 à 50 ans, de devenir bergers ou éleveurs. Ils sauront aussi, vieille tradition réapprise pendant les heures de loisirs, graver ces clavettes de bois que chaque bête porte à son cou et qui gardent les initiales ou les armes même du berger. Ils apprendront à marquer les jeunes agneaux au chiffre de leur mère et également les soins divers à donner aux nouveau-nés dans les cas de déficience maternelle. Et sous la garde de ces futurs éleveurs qui auront d'abord appris l'art d'être bergers, grandiront ces troupeaux qui firent autrefois l'orgueil et la richesse de plusieurs provinces françaises. Espoir. Espoir dans cette jeunesse qui grandit et qui aborde la vie dans un nouvel esprit d'amitié fraternelle, de patriotisme et de travail. Dans Marseille, par exemple, au château Talabot, les élèves du collège Turenne unissent à la formation classique la rude éducation qui fera d'eux des hommes. Le sport succède à l'étude et chaque jour, grands et petits, unis aux compagnons de France, travaillent à la construction du terrain de sport qui sera le leur. Éducation virile. Ceux-là qui forment l'espoir du pays devront être des hommes et des Français. Ils auront des bras forts et des cœurs forts. Et le salut qu'ils donnent chaque soir au drapeau qui descend restera le signe de leur foi, comme il est celui de notre espoir. Donnez au Secours national, donnez, donnez. Le maréchal Pétain a fait à la France le don de sa personne, et vous, qu'avez-vous fait? Le Secours national attend de vous les moyens de recommencer son miracle de charité et d'union. Nous autres, les gens du cinéma, dont la tâche est d'essayer de vous distraire et de vous amuser, nous autres qui faisons de notre métier ou de notre art la machine à créer des rêves, nous devons en faire cette semaine la machine à créer du bien.
c'est tout le cinéma cette semaine qui vous tend la main et qui vous dit, en souvenir d'une bonne soirée, d'un grand film, d'un beau visage apparu sur l'écran, songez. Songez ce soir à ceux qui ont perdu leur maison, à ceux qui ne retrouvent que des toits crevés, des murs noircis. Songez à ceux qui ont erré sur les routes sans savoir vers quel but, à ceux sans repos, abandonnant tout ce qui avait été leur vie. Songez à ceux qui ont tout perdu, à ceux qui se retrouvaient harassés avec à leurs pieds toute leur fortune, une valise. Songez à celles qui n'avaient plus pour unique trésor que le visage d'un enfant pleurant de faim. Songez à ceux qui sont là-bas dans des camps prisonniers qui attendent. Songez à ceux qui n'ont ni lit ni couverture, à ceux qui n'ont pas de manteau, à ceux qui n'ont pas de pain. Songez et puis donnez. Apportez ici même les vêtements, les ustensiles, les dons de toutes sortes. Il y a des gens qui manquent de tout. Vous qui avez beaucoup, donnez beaucoup. Vous qui avez peu, donnez quand même, car vous avez encore trop. Il y en a qui n'ont rien. Franz Knipping, votre réaction devant ces actualités de Vichy? La première réaction, c'est la surprise. Je ne savais pas que ces bandes d'actualité sur Vichy existaient. Deuxième réaction, il se manifeste dans ce film un appel de pitié à la fin, mais aussi de l'espoir. Avec les Compagnons de France et l'École des Bergers, il y a un espoir qui traduit bien, je crois, selon ma connaissance de cette période difficile de la France, qui traduit l'atmosphère du temps. Aussi l'image du général Pétain est tout à fait différente de ce qu'on connaît dans l'historiographie après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est une question dont... Différente en quoi? Différente en quoi? Oui, il est positif. Donc c'est une question difficile à laquelle je ne peux peut-être pas répondre comme allemand. C'est une question que vous devriez mieux juger que moi. Oui, mais vous savez, c'est des questions qu'en France, on aborde comme de la porcelaine, parce que là, on est encore très divisé sur ce problème du régime. Mais là, ce qui est frappant, c'est cet appel à la pitié qui est censé, en quelque sorte, viser autant les individus que symboliquement la nation. C'est la nation qui est pitoyable, et si Pétain a été en partie rejeté, c'est une des 10 raisons pour lesquelles beaucoup de gens l'ont rejeté, c'est précisément parce que les Français ne voulaient plus de ce discours de la pitié. Ils avaient envie d'un discours plus viril, plus combatif, plus actif que celui-là. Et c'est ça qui est particulièrement visible dans ce film. Ça, c'est larmoyant du début jusqu'à la fin. Un grand merci, Franz Knipping. Merci.